Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 18 août 2020. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses, donc du cartel bancaire qui serait derrière la crise. Selon le président du Bélarus, on va parler de la rentrée scolaire, nos enfants ciblés par les mondialistes. Et on va revenir finalement sur cet appel aux forces de l'ordre devant les bureaux de la Sûreté du Québec. Voilà. Alors, vous le savez, hein, la rentrée s'en vient et il y a des disparités énormes entre les différents pays. Dans la façon d'aborder la rentrée et le coronavirus. On a, par exemple, la Thaïlande, une école en Thaïlande qui a décidé de mettre des enfants dans des cages de plastique, non seulement de les séparer socialement, de leur imposer le masque, mais également de les isoler dans des cages, alors que la Thaïlande n'a seulement que 56 décès du coronavirus. Alors, pourquoi la Thaïlande avec je veux dire, il y a plus de personnes qui sont décédées frappées par la foudre en Thaïlande, je le répète, que décédées du coronavirus, plus de personnes qui souffrent de différentes maladies ou qui meurent de morsures de serpents que de coronavirus, mais on décide d'isoler complètement les enfants dans les mesures draconiennes qui n'ont absolument aucun sens. Pourquoi la Thaïlande plie, obtempère comme ça, alors qu'elle n'a seulement 58 cas, et que d'autres pays, comme la Suède, eux autres en sont complètement sortis. Hein. Il y a des médecins en Suède qui disent que l'épidémie est complètement terminée en Suède. Ils ont réussi l'exploit sans masque, sans distanciation sociale, sans confinement. Seulement la Suède est un exemple de ce qu'on aurait dû faire et nous montre bien que tout ce qu'on a fait ici a servi à rien, n'a juste servi qu'à détruire la classe moyenne, l'économie du Québec et d'augmenter les mesures de contrôle social. Alors, c'est ça. Donc, d'une part, il y a la Thaïlande qui s'en sort, met de l'avant des mesures draconiennes. Il y a la Nouvelle-Zélande aussi, je l'ai expliqué. L'Allemagne, on en a parlé dans les précédents web-journaux. Et d'autre part, il y a la Suède et un pays dont on n'a pas encore parlé à Radio-Québec, le Bélarus. Le Bélarus, qui est un pays situé en Europe de l'Est, on pourrait dire, donc entre la Pologne et la Russie, au nord de l'Ukraine. Et le président du Bélarus a fait exactement comme la Suède, c'est-à-dire qu'il n'a pas imposé le confinement, pas de masque, il n'a rien voulu savoir du coronavirus dès le tout début. Hein? Alors, il disait ici, ça s'est rapporté dans le New York Times, il n'y a pas de virus ici, hein? Lâchez-nous avec vos histoires de virus, il n'y en a pas ici, on ne va pas imposer des mesures de distanciation sociale. Ici, France 24, COVID-19, la Suède et la Biélorussie, ces pays qui ne se sont pas confinés. Et on annonçait une catastrophe dans Le Devoir, ça c'était le 14 avril dernier, une nouvelle catastrophe à venir en Biélorussie à cause de la pandémie. Et là, on faisait la morale à la Biélorussie parce qu'elle ne voulait pas confiner, suivre le mouvement. Eh bien, au total, j'ai vérifié aujourd'hui encore, la Biélorussie n'a eu que 613 morts et 69 000 cas. Sur 69 000 cas, 613 morts sans confinement. Vous comprenez que les pays qui n'ont pas confiné, la Suède et le Bélarus, s'en sont tirés sans hécatombe. Donc, toutes ces mesures-là de distanciation sociale, de masques, etc., n'ont servi à rien. OK? Elles ont, entre autres, ce qu'elles ont réussi à faire, c'est de détruire la possibilité d'avoir une immunité collective. En Suède, ils vont avoir l'immunité collective. Ici, on ne l'aura pas à cause des mesures mises de l'avant par la santé publique. Alors, dans quelques années, on va pouvoir vérifier entre la Suède et le Québec, la Suède et la Belgique, la France, la Suisse, etc., on va pouvoir faire des comparaisons. Vous comprenez? Alors, avec le temps, on va avoir raison. Ça va jouer en notre faveur et il va falloir éventuellement faire en sorte que les politiciens qui nous ont confinés, qui n'ont rien voulu savoir, répondent de leurs actes. Voilà. Maintenant, le président du Bélarus
a fait des déclarations qui sont tout à fait intéressantes et dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Donc, il disait que la pandémie était essentiellement manufacturée. Donc, il est exactement sur la ligne de Radio-Québec. Et j'ai retweeté une vidéo qui a été traduite de ses propos. Je vous la fais écouter immédiatement. Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над двумя вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. В мире, начиная от моих коллег, политиков и заканчивая ниже, и другие, попытались использовать в своих целях и интересах эту... Pose des bonnes questions. Est-ce que c'est fait par l'homme? Est-ce qu'ils ont essayé d'utiliser cette maladie à leur propre fin? Utiliser politiquement cette maladie? Personne ne pose la question dans les médias. Est-ce que les gouvernements utilisent cette maladie politiquement? Qu'elle ait été créée par l'homme ou non, là? Est-ce que les politiciens s'en servent de façon indue pour augmenter le pouvoir gouvernemental? C'est une question essentielle que personne ne pose. Вирусную болезнь или психоз. Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть с улиц куда-то, свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть, крутить, с огнем шутят. Et là, c'est la partie importante. Quand il explique que écoutez ça, lisez en bas ce qui est écrit. Il parle de l'influence du Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international qui aurait fait pression sur le Bélarus afin qu'il il aurait rendu des prêts conditionnels à l'adoption de mesures sanitaires extrêmes, confinement, etc., ce que le président Loutchenko a refusé. Переговорщик с Международным валютным фондом. Как здесь обстоят дела? Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов, так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Alors, il y avait des exigences pour l'octroi d'un prêt rapide de 940 millions de dollars, vous l'avez lu. Мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как... Agissez comme en Italie dans la lutte contre le coronavirus en Biélorussie. Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше. La Banque mondiale est prête à nous financer 10 fois plus que ce qu'ils ont offert. Чем предлагал за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас, вы давайте изоляцию, давайте карантин. Quarantaine, isolement, couvre-feu, etc. Давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Voilà, alors, donc, ça fait écho à ce qu'on disait à Radio-Québec depuis le tout début, c'est-à-dire que c'est le système, c'est le cartel bancaire international qui fait pression sur les États. C'est la seule explication au fait que des États comme la Thaïlande, etc., plein de pays partout dans le monde appliquent des mesures, des mesures sanitaires extrêmes alors qu'il n'y a pas de cas, il n'y a pas vraiment de problème. La seule explication à tout ça, c'est je l'avais expliqué, j'avais dit le contrôle par la dette ou les pressions sur des prêts offerts par le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc, derrière toutes ces politiques de confinement, il y a on le sait, il y a comme certains spécialistes ont été achetés par la fondation Bill and Melinda Gates. Tous ceux qui reçoivent beaucoup d'argent de la fondation Bill and Melinda Gates produisent de l'expertise pour justifier les politiques gouvernementales. Donc, d'un côté, il y a l'argent de la fondation Bill and Melinda Gates qui produit de la légitimité scientifique et de l'autre, il y a le cartel bancaire qui contrôle soit par la dette ou soit en faisant miroiter des prêts, l'octroi de prêts rapides si les pays
se soumettent à des mesures de confinement extrême, des mesures sanitaires extrêmes. Voilà. Alors, et là vous comprenez que, je le dis depuis le début, Trump est en guerre contre le cartel bancaire international. Il est en train de leur retirer leur pouvoir de, surtout aux États-Unis, là, de créer de la monnaie ex nihilo. Hein? Donc, il veut retourner à un système adossé à l'or. Et donc, il va retirer le pouvoir aux banquiers. Les banquiers sont en train de tout perdre leur pouvoir sur les États, le contrôle des États par la dette. Comprenez? Alors, c'est ça que je voulais dire. Je pense que c'est dans une vidéo que je parlais de la bataille des titans, le clash des titans. C'était la bataille entre Trump et le cartel bancaire international au sujet pour le futur de l'humanité. Voilà. Alors, le président du Bélarus qui confirme pas mal l'analyse de Radio-Québec avec ses affirmations. Maintenant, la rentrée scolaire, vous le savez, donc on en a parlé, des parents en Allemagne qui font face à la prison si ils ne confinent pas leurs enfants à la maison, dans des pièces séparées, etc. Là, on commence à aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes, des experts aux États-Unis qui commencent à parler d'obligation de porter des masques à la maison. J'avais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, j'avais la capture d'écran. Obligation de porter des masques à la maison. Vous avez vu ici, donc, nursery children kept alone inside plastic pods to enforce social distancing en Thaïlande, alors que la Thaïlande a seulement 58 morts. Vous comprenez que ça ne tient plus debout ici. Ah, c'est ça ici, voilà. Wearing mask in your home may be the new normal once school starts. Ben oui, vous comprenez, c'est parce que l'État va passer par l'école pour rentrer dans la maison. Et si vous avez bien entendu, Horacio Arruda, c'était hier, je pense, aujourd'hui ou hier, il disait que maintenant, c'est plus à l'extérieur que se transmet le virus, c'est à la maison. Alors, pourquoi on porte des masques dans les magasins et on n'a pas le droit d'aller dans les bars si c'est plus à l'extérieur que le virus se transmet, que c'est à la maison? Il va juste étendre le contrôle de l'État dans la sphère privée. Normalement, la maison, c'est la sphère privée. Là, c'est du ressort des parents, de la famille. Et là, l'État va rentrer dans la maison à travers les écoles, à travers les enfants. Dès que les enfants reviennent à la maison, ils sont comme potentiellement des vecteurs du virus. Et donc, l'État prend le contrôle de votre domicile, vous dit où placer vos enfants dans la maison, que vous allez devoir porter des masques à la maison, etc. C'est plus juste à l'école. C'est ça qu'Horacio Arruda est en train de préparer comme terrain. Okay? Alors, ce qu'on nous propose, c'est ça ici. Hein, des enfants qui ne peuvent plus jouer ensemble, se toucher, se tirailler. Des enfants qui respectent la distanciation sociale. Hein, donc, des enfants qu'on est en train de briser psychologiquement pour rien parce que ailleurs, dans des endroits comme en Suède où ces mesures-là n'ont pas été mises de l'avant, l'épidémie est terminée, il n'y a pas de deuxième vague, il n'y a personne en Suède qui a peur d'une deuxième vague. Tu sais, Arruda, là, il parle dans le vide. Les gens qui parlent d'une deuxième vague parlent dans le vide parce qu'il n'y en a pas en Suède puis ils n'ont pas peur du virus. En Biélorussie, c'est terminé. Pas juste en Suède et en Biélorussie, c'est terminé aussi. Hein, coronavirus en Suède, une rentrée scolaire sans masque. C'est terminé aussi, je veux dire, à Wuhan. Ça ici, c'était samedi dernier, en même temps que la manifestation devant les locaux de la SQ. Vous avez un party de piscine à Wuhan. Sans masque, sans distanciation. Ça, c'est le ground zero du virus, là. Sans masque, sans distanciation sociale, sans peur d'une deuxième vague. Je vous montre les images d'une vidéo à Wuhan. C'est quand même paradoxal qu'en Chine communiste, on puisse maintenant vivre sans masque, je veux dire, comme des humains normaux, alors qu'ici, on est géré comme du bétail et que l'État est rentré dans nos maisons et nous dise comment élever nos enfants, comment se comporter avec eux dans l'éventualité d'une éclosion. OK? Alors, je vais terminer là-dessus. Ces images-là, évidemment, normalement, il n'y a rien qui sort de la Chine. Vous comprenez que si ces images-là sont sorties de la Chine, c'est que le gouvernement chinois voulait
troller les pays occidentaux qui ont des mesures de confinement extrêmes. Il n'y a rien qui sort de la Chine sans l'approbation du gouvernement chinois. Si le gouvernement chinois a permis cet événement, qu'il soit filmé et qu'il soit diffusé à l'échelle internationale, c'est pour troller les gouvernements qui parlent d'une deuxième vague puis qui font peur à leur population. D'accord? Parce que là, quand on voit qu'est-ce qui se passe à Wuhan puis on regarde qu'est-ce qui se passe ici, on voit l'absurdité des mesures ici en Occident, en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Vous comprenez? C'est terminé là-bas. Pas de masque, pas de distanciation sociale, pas de deuxième vague. Ce sont des menteurs qui nous gèrent, OK? Voilà. Alors, tout ça pour dire, c'est ça, que nos enfants ils vont retourner à l'école et vont se faire imposer le masque dans les corridors. Il y a une autre manifestation à laquelle j'invite tout le monde à participer la fin de semaine prochaine. À Québec, qui est organisé par José Turmel et Éric Duhem. Ils ont fait un petit vidéo pour parler de la vidéo, pour parler de cette marche, et je vous fais écouter un extrait de ce vidéo. J'ai reçu plein de messages de parents qui me disent « Éric, moi je portais ce maudit masque-là, j'avais l'impression que c'était une muselière, puis ça m'écoeure, mais je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais là, de l'imposer à mon enfant de 10-11 ans à l'école, là, il y a des maudites limites. » C'est là que la goutte a fait déborder le vase. Si c'était dangereux, si je craignais pour sa santé vraiment, puis qu'il y avait les preuves que oui, je le ferais. C'est pas parce que je suis égoïste, ça me tente pas de faire avoir de masque, qu'elle n'aille pas de masque. Mais c'est parce que tous les chiffres nous le démontrent, la situation mondiale nous le démontre que les jeunes ne sont pas touchés, ne le transmettent pas non plus, selon plein d'études en Europe aussi. Il n'y en a pas une qui démontre qu'ils transmettent aux parents ou aux grands-parents. Et c'est aussi les chiffres par rapport, oui, aux morts, mais aussi les gens qui sont hospitalisés. Le pourcentage ne justifie pas des mesures sur l'ensemble de la population du Québec. Juste le fait qu'il y a 7 fois moins de risques de mourir de la COVID pour un enfant qui attrape la COVID par rapport à la grippe, ça dit tout. Est-ce qu'on aurait empêché les enfants d'aller à l'école ou est-ce qu'on leur aurait mis des masques pour une maladie, pour la grippe? Jamais. Pourtant, c'est 7 fois plus meurtrier pour eux. Exactement. C'est là que ça n'a pas d'allure. Et c'est là où j'ai de la difficulté à comprendre. Ce sont des chiffres. Ça, c'est pas ton opinion. Non. C'est des superstars, c'est des scientifiques. Là. Puis il y a un consensus, ça n'a pas été contesté, ces chiffres-là. C'est ça, ce sont des chiffres. Alors, comment ça qu'on fait ça? Parce que là, c'est un virus un peu différent de la grippe, mais qui a à peu près le même impact. Mais le nombre de personnes ne justifie pas les mesures. Ça va être juste dans le corridor jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'une de tes amies coule du nez, qui vont faire un test. Oh, elle a le COVID. Là, tout le monde va faire le test. Tout le monde va être en quarantaine. Après ça, mais là, on va mettre les masques dans la classe finalement parce que là, il y a une éclosion à gauche, à droite. C'est juste pour rentrer dans les écoles. Cette marche-là, c'est deux personnes que vous connaissez, José et moi, et on va inviter des scientifiques. On n'invitera pas n'importe qui, on va inviter du monde spécialisé dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, qui vont venir nous parler de la réalité. Parce que malheureusement, le gouvernement bâillonne bien du monde présentement au Québec. C'est incroyable. Ils peuvent pas jaser, ils peuvent pas dire ce qui se passe pour vrai sur le Tu as terrain. parlé à des médecins qui auraient aimé venir parler puis qui peuvent pas à cause de Le Collège des médecins leur a dit que de ne pas prendre la parole en public contre les directives de la santé publique, ce qui est carrément, pour moi, de la censure. Et où le débat? C'est où la science? À partir du moment où des scientifiques ne peuvent plus s'exprimer puis ne peuvent plus faire part de leur savoir à la population, ça veut-tu dire que c'est politique, ces décisions-là, puis c'est plus scientifique? Je pense que oui. Et il y a plusieurs pédiatres. Il y a une lettre écrite à M. Legault au mois de juin où est-ce qu'il y a une douzaine de pédiatres et de médecins spécialistes qui ont dit laisser nos enfants rentrer à l'école de façon normale et ça n'a pas été écouté. Si on n'écoute pas ces spécialistes-là, on va écouter qui? Donc, si vous venez, c'est pour venir marcher pour dire non, je ne veux pas que mon enfant soit obligé de mettre un masque à l'école. Ça peut demeurer un choix. Oui, comme parent, si vous préférez que votre enfant mette un parce que vous avez vos raisons, faites-le, mais qu'on oblige tout le monde sans que ça soit justifié. En tout cas, moi, c'est ça qui me dérange depuis le début de la crise, José, c'est que le gouvernement n'arrête pas de nous faire peur. Encore aujourd'hui, ils ont fait une conférence de presse pour nous préparer à la deuxième vague, là, alors que personne ne sait s'il va en avoir une deuxième vague. Ça, c'est pas scientifique, pas tout. Là. Et là, on nous prépare à la deuxième vague. Ouh, la deuxième vague s'en vient. Mais depuis le début, on fait appel à la peur. On essaie de vous faire peur plutôt qu'essayer de vous convaincre. Mais de me faire obliger puis de me faire menacer avec des polices qui vont donner des tickets à 600$. Je m'excuse, mais moi, on n'est pas en Chine communiste ici. On vit dans un régime démocratique où on a des libertés individuelles. Puis je trouve que le gouvernement se sert beaucoup de cette crise-là pour essayer de pousser un petit peu les limites puis essayer de restreindre un peu nos libertés. Puis ça aussi, ça me fait peur dans ce discours-là. Écoute...
Voilà, donc ils ont à peu près les mêmes peurs que nous à Radio-Québec. Le gouvernement qui étend des mesures de plus en plus liberticides qui ne sont pas justifiées. Tout repose là-dessus. C'est que ça aurait pu être justifié si le virus était très dangereux. Or, le virus n'est pas très dangereux. Il est absolument bénin pour les enfants. Il fait 7, Éric Duhem dit 7 fois moins de morts que la grippe. En fait, moi, j'ai des chiffres. Les chiffres du CDC, c'est 10 fois moins de morts chez les enfants. Il est absolument inoffensif pour les enfants. Il est dangereux pour les personnes de plus de 80 ans. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Et là, on confine l'ensemble, on détruit la classe moyenne pour, au lieu de s'occuper et de traiter, de cibler les personnes de 80 ans et plus, on est en train de détruire complètement tout le Québec, toutes nos sociétés, la civilisation occidentale. Hein, on utilise le virus à des fins politiques. Donc, voilà. Donc, alors, cette marche aura lieu le 23 août prochain à Québec. Vous avez les références dans la petite annonce qui était à la fin du clip. Maintenant, on va retourner sur... C'est pour ça qu'on se mobilise, hein, parce que c'est indu. Alors, on va retourner devant... On va continuer avec cette manif qui a eu lieu samedi dernier. Je vous appelais à participer à la manifestation devant la Sûreté du Québec. Il y a eu, moi, je dirais à peu près 5000 personnes. C'était à peu près une gang similaire à celle qui s'était rassemblée devant l'Assemblée nationale il y a à peu près un mois. Donc, notre objectif était évidemment d'envoyer un message au gouvernement sur la légitimité de leur action, hein, puisque on s'adressait à la SQ parce que le monopole de la violence légitime détenu par l'État doit reposer sur une forme de légitimité sociale. Hein. Or, cette dernière est contestée, donc c'est-à-dire que le gouvernement utilise les forces de l'ordre à des fins coercitives en utilisant de fausses justifications. C'est là qui est l'essentiel du contentieux. OK? Alors, la police dit qu'elle n'appuiera pas. Dans beaucoup de pays, on voit souvent la police qui, finalement, qui est du côté du gouvernement, mais qui finalement résiste à la dernière minute, dit qu'elle n'appliquera pas telle ou telle mesure que le gouvernement met de l'avant parce que ça ne repose pas sur des justifications, des raisons légitimes. Et c'est ce qu'on demandait à la police de faire. C'était notre devoir de le faire. OK? Donc, on est allé là rappeler leur serment aux policiers. C'était une politique de la main tendue à la police. Il n'y a personne qui s'en allait là faire du grabuge, de la casse, etc. Pas du tout. C'était pas de la provocation. Au contraire, on avait une attitude qui était exactement à l'inverse de Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est on va tuer les policiers, pigs in a blanket, the only good cop is a dead cop, defund the police, couper le financement à la police, etc. Nous, c'est exactement le contraire de Black Lives Matter. Donc, c'était une main tendue à la police. On voulait, leur rappeler que leur travail est essentiel et qu'ils ont fait un serment de protéger la population. C'était dans une perspective d'alliance avec la police. Vous comprenez? Alors, on voulait aussi montrer à la population que notre mouvement respecte la loi et l'ordre lorsque c'est légitime. C'est pas comme Black Lives Matter, right? Et on voulait aussi déposer officiellement une plainte contre François Legault et Horacio Arruda. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu d'antifa ni d'intervention policière, contrairement à ce qui avait été allégué, et tout s'est effectué dans le calme, la joie et la bonne humeur. Alors, tout le monde, on est sorti de là, tout le monde avec un sourire, ça s'est très bien passé, on a atteint tous nos objectifs. La foule était moins grande que ce à quoi on s'attendait, évidemment, parce que, et là, c'est ce qui est tragique là-dedans, c'est que le studio a, à moins de 24 heures de l'événement, torpillé complètement la mobilisation, a appelé à ne pas y aller en utilisant des arguments de peur qui n'avaient pas lieu, d'être. André aurait pu me contacter, étant donné qu'il savait que j'étais dans l'organisation de la manifestation. Il ne l'a pas fait. Il a préféré faire son direct sans prendre le soin de m'avertir de ses préoccupations ou quoi que ce soit. Donc, tout a été fait pour faire dérailler l'événement. Ils ont tenu dans leur direct de vendredi dernier des propos très divisifs. Ils ont été insultants à l'endroit de personnes avec moi, là, Steve l'artiste, Dan Pilon, etc. Et voilà, c'était donc extrêmement décevant. Je m'excuse de devoir aborder un peu la question parce que souvent, c'est mieux que ce soit clair plutôt que de laisser les choses s'envenimer.
Alors, je voulais dire à André que j'ai pas compris son attitude de vendredi dernier, puisque André n'a jamais cru aux manifestations. André a tenté de décourager les Québécois de se lever dès le début. Il y a à peu près 3-4 semaines, dans une vidéo où nous sommes dirigés par des psychopathes, alors qu'on venait d'imposer le masque partout et tout le monde voulait sortir dans la rue manifester. André a fait une vidéo pour dire que qu'il n'y croyait pas, que lui ne voulait pas manifester, qu'il ne participerait pas à ça. Il tentait de nous décourager de sortir dans la rue. Il a dit, citant Sun Tzu, là, très maladroitement, que la bataille était perdue, que c'était perdu d'avance. Hein, il a dit que Sun Tzu disait que lorsque tu fais bataille, il faut que tu aies gagné avant d'avoir commencé. Et puis là, il dit, on n'a pas gagné, donc ça ne sert à rien de faire la bataille. C'est une erreur monumentale, c'est-à-dire qu'on a déjà gagné, André. Et ça fait longtemps qu'on répète ça à Radio-Québec. Nous, on dit, on a déjà gagné, Trump a déjà gagné, il faut juste finir les opérations. Et là, toi, tu arrives par en arrière, tu dis, ça ne sert à rien de sortir, on a déjà perdu et tu as démobilisé tout le monde. Dès le départ, tu n'y croyais pas. D'accord? Alors, et quand Sun Tzu dit, t'es pas calé en stratégie, et moi, j'ai une formation en études stratégiques, pas toi. Quand Sun Tzu dit qu'il faut avoir gagné la bataille avant même de la commencer, c'est un état d'esprit. C'est surtout de ça qu'il parle. OK? Alors, donc, dans cette vidéo-là, André, tu dis que ça ne vaut pas la peine, que les Québécois ne se lèveront pas, qu'ils vont accepter le masque de toute façon, que le gouvernement peut nous écraser avec l'impôt, avec toutes sortes de choses, que ça ne vaut pas la peine. Donc, et tu as dit, plutôt que de manifester, vaut mieux écrire des messages sur les masques comme ça. Vous comprenez? Alors, je ne comprends pas pourquoi, André, si tu ne croyais pas aux manifestations dès le début, pourquoi tu arrives à la 11e heure pour torpiller les manifestations que nous avons organisées, nous qui y croyons, en prétendant vouloir sauver le mouvement. Sauver le mouvement de quoi? Tu n'y as jamais cru, André. Non seulement tu ne sauves pas le mouvement, mais tu torpilles le mouvement de l'intérieur. C'est très grave. OK? Alors, à partir de maintenant, étant donné que tu n'y as jamais cru, que tu as tenté dès le départ de décourager les gens, je te demanderais d'éviter de commenter, puis de t'en tenir à ton projet initial qui est d'écrire des messages sur les masques. C'est ça ton truc. OK? Et voilà, donc c'est ça. Vous avez passé aussi énormément de temps à critiquer des personnes autour de moi, des amis, Steve l'artiste, Dan Pilon, etc. Des gens qui ont des cœurs en or, des personnes que j'apprécie énormément, que j'ai appris à connaître. Là. Ils sont tellement sympathiques qu'on a envie de les plier, puis de les mettre dans la poche, puis de partir avec quand on les quitte. Alors, vous avez tenu des propos disgracieux. Je comprends pas. J'ai pas du tout compris cette volte-face du studio là, depuis quelques semaines. Là, c'est extrêmement étrange. Alors, c'est ça. Écoute, pourquoi tu continues pas ton projet de trucs écrits sur les masques et tu nous laisses gérer les manifestations et le mouvement que nous avons mis sur pied sans toi? On a mis ce mouvement sur pied sans toi et on peut s'en occuper sans toi, André. D'accord? Continue avec les messages sur les masques, puis nous autres, on va faire notre affaire avec les manifs. OK? Manifs auxquels, je répète, tu n'as jamais cru. Et tu as tenté de nous décourager dès le départ. Voilà. Alors, ça irait mieux si on s'en tenait à ça. Maintenant, André n'a pas été le seul à critiquer la manifestation. Il y a eu... ça a créé beaucoup de réactions chez les médias. Hein? Mon discours, notamment, a fait sursauter Sophie Durocher et d'autres personnes aussi, comme cette Danielle Lorrain. Je n'avais jamais entendu parler de cette femme-là. Apparemment, elle a une tribune dans le Journal de Montréal. Il critique mon analyse de la situation à l'effet qu'on est en train de rentrer en dictature douce. Hein? Premièrement, il y a Maître Bertrand qui avait déjà dit ça. D'autres personnes ont déjà dit ça. Éric Duhem s'en préoccupe. Beaucoup de personnes au Québec s'en préoccupent. Il y a des médecins qui s'en préoccupent, il y a des policiers qui s'en préoccupent, il y a des infirmières qui s'en préoccupent. Il y a énormément de personnes au Québec qui s'en préoccupent, sauf que le Québec est cadenassé, comme ailleurs un peu partout dans le monde, là, par les ordres professionnels qui empêchent aux gens de parler, qui empêchent aux médecins de parler, etc. Et donc, elle sortait, en plus de cet article dans les journaux, il y a cette Sophie Durocher qui, c'est ce matin, je pense, à Pierre Nantel,
qui disait, il disait premièrement que j'avais besoin de prendre ma médication ou quelque chose comme ça. Là. Ceux qui croient que le Québec est une dictature devraient sortir de chez eux. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer que c'est en réaction à la manif, là. C'est pour vous montrer que les médias sont en mode panique. C'est constant. Il y a des... on va y venir un petit peu plus tard. Là. Il y a des, comment je pourrais dire, des attaques constantes. Ici, c'est Robert Dutrisac, qui normalement était un champion de la liberté d'expression, qui disait aujourd'hui, j'invite tout le monde à couper les réseaux sociaux. Les médias sont en train de perdre le contrôle du narratif. Ils n'ont pas couvert la manifestation de samedi devant la SQ. Il y a eu un mot d'ordre pour ne plus couvrir les événements. On coupe les réseaux sociaux. On accuse ceux qui parlent au micro, je veux dire, de souffrir de maladies mentales. Le problème, c'est que les faits sont de mon côté, Sophie Durocher. Ici, on a, par exemple, en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande vient d'annoncer qu'elle allait retarder d'un mois l'élection générale à cause de quelques cas, je pense que une dizaine ou une vingtaine de cas de coronavirus. La Nouvelle-Zélande, qui a eu seulement 22 morts de coronavirus, sur un total de 1600 cas, 22 morts, hein, décide de suspendre les élections parce qu'il y a eu des tests positifs. C'est la Nouvelle-Zélande qui propose d'envoyer des gens dans des centres de détention COVID. Dès que tu testes positif, ou si tu refuses de te faire tester, tu t'en vas dans un centre de détention COVID. OK? Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Elle disait, dans son émission, Sophie Durocher, dans son commentaire, elle disait, le Québec, je veux dire, c'est pas la Corée du Nord, etc. C'est parce qu'elle prend la Corée du Nord comme modèle de dictature, mais elle ne comprend pas c'est quoi la dictature techno-sanitaire. C'est pas une 100 watts, là, Sophie Durocher. Elle n'a pas compris c'était quoi une dictature techno-sanitaire et quels sont les modèles de gestion de la population avancés auxquels on fait face présentement. Hein? Alors, par exemple, solving a digit, comme le passeport numérique, le fait de pouvoir circuler ou non si tu as eu l'autorisation du gouvernement à cause du COVID, se faire suivre à la trace avec l'application COVID, hein, qui dit aux autres si tu t'approches de quelqu'un qui est COVID, si tu es passé à côté de quelqu'un qui est COVID, tu dois automatiquement te rapporter à un centre de test. Si tu refuses, tu te fais mettre en quarantaine. Voilà. C'est comme ça qu'on est en train d'entrer. On est en train de glisser doucement dans la dictature, je l'ai expliqué. Mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'elle m'accuse, lorsque je dis qu'on est en train d'entrer en dictature, elle m'accuse d'être un fou, sauf que, comme je dis, il y a Maître Bertrand, qui est un juriste, qui l'a dit. Il n'y a pas juste Maître Bertrand, il y a le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur du Québec, qui disait exactement ce que je dis à Radio-Québec au mois d'avril dernier. La COVID-19, dangereuse pour la démocratie, dit le lieutenant-gouverneur. Big Brother de 1984 de Orwell, il est chez nous, dit Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Big Brother de Orwell, il est chez nous. Il est arrivé, Sophie Durocher. C'est le lieutenant-gouverneur qui dit ça. Hein, des abus de pouvoir des gouvernements et des forces de l'ordre. Hein. La COVID-19 fait craindre au lieutenant-gouverneur des abus de pouvoir des gouvernements et des forces de l'ordre. C'est exactement ce qu'on dénonce. Et il dit, encore une fois, le dictateur ne naît pas de lui-même. Il naît du fait que le citoyen désire être protégé et il se sent protégé par des présidents ou des chefs d'État qui vont exercer un pouvoir d'attraction. Hein, dit celui qui a une licence en droit, un doctorat en histoire, ainsi qu'un doctorat en philosophie de l'Université Laval. Donc, les gens éduqués, Sophie, craignent pour la démocratie. Toi, je ne sais pas c'est quoi tes diplômes, qu'est-ce que tu as dans la tête, mais c'est comme tu réfléchis comme une nouille. Okay? Il continue et il dit, dans le contexte de la COVID, il était justifié que l'Assemblée nationale ferme ses portes parce qu'on a suspendu la démocratie, Sophie Durocher. Mais la démocratie, il faut que ça revienne là. Il ne faut pas que ça revienne au mois de décembre l'année prochaine. Là, oui, la démocratie va revenir, ça va recommencer, je pense, le 15 septembre, sauf qu'on a encore une fois, c'est une devanture de démocratie parce que tout le monde est unanime à l'Assemblée nationale sur la COVID. Sur les 125 députés qui nous représentent, il n'y en a pas un seul qui a une opinion divergente. Même chose chez les journalistes. Il n'y en a pas un seul ou il y en a peut-être un ou deux.
On les entend pas. Nathalie Elgrabi-Lévy, vous êtes tous... c'est la pensée unique chez les journalistes et chez les politiciens. Et ça aussi, c'est de la dictature. OK? Alors, il dit... il serait anormal, selon lui, que les députés d'opposition restent quoi? Une fois la crise sanitaire réglée. Le jour où tous les gens pensent pareil, c'est là que la démocratie devient en danger. Voilà. Alors là, tout le monde pense pareil à l'Assemblée nationale et dans les médias. La démocratie est en danger. C'est le lieutenant-gouverneur qui dit ça, Sophie Durocher. Mais pas que. Je vous fais écouter un extrait de la journaliste Nathalie Petrovski qui s'est fait attraper dans un hot mic, comme on dit. Là, elle s'est fait enregistrer alors qu'elle ne pensait pas être en train de se faire enregistrer. Elle dit essentiellement que la démocratie a été suspendue au Québec et que c'est Horacio Arruda, non François Legault, le premier ministre, qui prend toutes les décisions. Je fais écouter ça. Mais ce qui veut donc dire qu'on a socialisé, on n'a pas maintenu de distanciation sociale, mais c'est vrai qu'on a maintenu une distanciation physique. Ce qui veut donc dire que le docteur Arruda, ce bon docteur qui gouverne le Québec, ça a l'air que c'est lui qui est c'est lui le premier ministre du Québec. Le docteur Arruda, ce bon docteur qui gouverne le Québec, ça a l'air que c'est lui qui est c'est lui le premier ministre du Québec. Ben une fois de plus, il est dans le champ et donc je lui conseille d'aller se laver les mains et la bouche avec du savon. Oh mon Dieu, on est déjà... Le docteur Arruda a eu tort sur tout depuis le début de la crise. Il n'a jamais eu raison sur rien. Il a fait des volte-face sur tout. Il a la même crédibilité que J'en ai marre à peu près. Alors donc, c'est ça. Faire volte-face sur tous les sujets qu'on traite. Alors, donc c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est entré en dictature ici au Québec ou qu'on est sur le point de le faire. Avec le contrôle social dans la rue, dans l'école, et ça rentre à la maison, les enfants reviennent à la maison. S'ils ont été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID à l'école, ça revient à la maison. Vous devez obligatoirement aller vous faire tester, sinon, etc., etc. Vous comprenez un peu c'est quoi? Donc, c'est une dictature techno-sanitaire. Je l'ai expliqué 1000 fois depuis le début. Elle ne semble pas être capable de comprendre ça, Sophie Durocher. C'est une sorte de dictature douce. Et là, il faut ramener encore une fois Mme Durocher au classique de la littérature utopique, notamment Le meilleur des mondes avec Aldous Huxley. Deux citations importantes de Aldous Huxley. Il dit notamment « La philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident ». C'est les gens qui ont une formation en philosophie, généralement, vont douter de ce qui paraît évident, Sophie Durocher. Vous, les journalistes, c'est le contraire. Donc, Huxley continue, il dit « La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. » Alors, ce qu'elle est en train de faire, là, c'est de la propagande. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Il est raisonnable de douter de toutes ces mesures, partout dans le monde, là. Il est raisonnable de douter de toutes ces mesures excessives par rapport au nombre de morts, à la dangerosité du virus. Et là, ce que les médias font, c'est qu'ils nous enseignent à accepter pour évident ce qui serait raisonnable de douter. Voilà. Alors ça, c'est la définition de la propagande selon Aldous Huxley. Madame Durocher, une deuxième citation qui va expliquer dans quel genre de dictature on entre. C'est ça un peu le principe du meilleur des mondes. Donc, à l'avenir, on fera aimer aux gens leur servitude, ce qui produira une dictature sans peur, une sorte de camp de concentration sans douleur pour des sociétés entières, avec des citoyens privés de leur liberté, mais qui aimeront cette situation, parce qu'ils seront détournés de tout désir de se rebeller par la propagande ou le lavage de cerveau, appuyé ou non par des méthodes pharmacologiques. Ça, il a dû écrire ça dans les années 50, Huxley. OK? Je le lis. À l'avenir, on fera aimer aux gens leur servitude, ce qui produira une dictature sans peur, une sorte de camp de concentration sans douleur pour des sociétés entières avec des citoyens privés de leur liberté, mais qui aimeront cette situation parce qu'ils seront détournés de tout désir de se rebeller par la propagande ou le lavage de cerveau, appuyé ou non par des méthodes pharmacologiques. OK? Voilà. Alors, elle aurait besoin, je lui ai proposé un débat, évidemment, sur Twitter, je lui ai proposé de m'inviter à sa radio pour qu'on en discute. Elle ne le fera pas parce qu'elle va perdre, je veux dire, elle a probablement peur de perdre
la face. Elle n'a pas d'argument. Elle fait juste... C'est comme Lise Ravary, comme la plupart des journalistes aujourd'hui, ils en sont réduits à jeter l'anathème, mettre des étiquettes, puis rire des gens en détournant leurs arguments sans aucune pensée profonde. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens quittent de plus en plus les médias. Les gens intelligents, en fait, quittent de plus en plus les médias parce qu'il n'y a plus de matière cognitive, de contenu cognitif à se mettre sous la dent. Hein? Donc ici, c'est un texte dans Le Devoir qui dit « Le complotisme de la crise... le complotisme et la crise de la connaissance. » Ce qui est paradoxal dans ce texte-là, c'est qu'il dit que le complotisme... il fait suivre il inscrit le complotisme dans la foulée de la postmodernité et de la fin des vérités absolues, hein, la vérité objective, etc. Tout le monde a sa propre vérité, etc. Or, c'est pas ça. La personne qui écrit ce texte-là, c'est complètement fourvoyé. J'ai déjà écrit là-dessus, j'ai déjà réfléchi sur la postmodernité. Ma thèse de doctorat, ma première thèse de doctorat parlait entre autres de ça. C'est pas du tout ça qui est en train de se passer ici. Chose, là, je me rappelle pas c'est quoi son nom. C'est pas du tout ça. C'est que les gens voient les mensonges des médias. Et quand tu vois les mensonges des médias et les gouvernements, quand tu regardes les chiffres, par exemple en Suède, par rapport à ce qu'il y a ici, quand tu regardes différents faits qui ne sont pas rapportés par les médias, le fait que les médias taisent systématiquement certaines réalités, eh bien là, tu décroches. Et ça crée, oui, cependant, il a raison sur le fait que ça crée un clivage épistémologique, hein, un clivage de la connaissance. Il y a des gens qui s'abreuvent des médias, et il y a des gens qui, sur Internet, oui, il y a de tout sur Internet, il y a de tout aussi chez les médias. On raconte toutes sortes de niaiseries aussi chez les médias, dans les médias traditionnels. Mais sur Internet, il y a des gens qui, des professeurs d'université, des diplomates, il y a toutes sortes de choses sur Internet. Hein, il y a des chiffres, l'information circule librement sur Internet. Et les gens, mais de traiter tout le monde qui fait des recherches sur Internet, chiffres à l'appui, comme à Radio-Québec, de complotistes. Vous comprenez que c'est comme si on disait on n'est pas capable d'avoir de pensée. On n'a plus le droit d'être sceptique face à la version des journaux ou la version gouvernementale. Les journaux, maintenant, avant, c'était leur job d'être sceptique face à la version gouvernementale. Or, ils ne font plus ça. Ils ont pris l'argent du gouvernement. Maintenant, ils ne font que recracher la politique gouvernementale. C'est une seule et même entité. Les médias et le gouvernement, c'est pratiquement juste une seule et même entité, comme en Union soviétique. Alors, c'est comme s'ils disaient que les gens qui ne croyaient pas la Pravda, là, dans les années 80, vers la fin de l'URSS, étaient des complotistes. C'est le même genre de manipulation mentale. Si vous ne croyez pas la politique gouvernementale et ce que la Pravda vous dit en ex-URSS, là, ben vous êtes des complotistes. Vous comprenez que c'est la psychiatrisation de ceux qui se posent des questions. Tu sais, en ex-URSS, en URSS d'avant, les gens qui ne croyaient pas au communisme, etc., on disait qu'ils étaient fous. Puis on les envoyait souvent dans des asiles, des trucs comme ça. On psychiatrisait la dissidence politique. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de psychiatriser, avec le complotisme, etc., la dissidence politique. Et dans le segment où est-ce que Sophie Durocher a parlé à la radio, l'animateur lui dit que je devrais aller voir mon médecin traitant. Alors, il utilise les mêmes stratagèmes de psychiatrisation de la dissidence politique. Vous comprenez que c'est grave. Et donc, quels sont les régimes qui opèrent de cette façon-là? Ce sont les dictatures, justement, paradoxalement. Vous comprenez? On vient de faire on vient de faire la révolution là, complète. Voilà. Maintenant, tout ça, ils mettent de l'avant toutes ces mesures parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle du narratif. Ce même texte disait justement, qu'est-ce qui explique cette popularité du complotisme? Il s'agit en fait plus profondément d'une crise globale de la connaissance. Il a raison, mais pas pour les bonnes raisons. Elle-même, ce que certains nomment l'ère de la post-vérité, c'est ici, pardon. Et il cite une étude, il dit, un sondage, l'étude révélait que plus du tiers de la population adhère à une forme de complotisme. Plus tôt en mai, une étude de l'université Carleton révélait également que 46% des Canadiens sondés souscrivaient à au moins une théorie du complot. Vous comprenez?
à 30, 35-40% de personnes qui commencent à pu croire le narratif gouvernemental, ben, ça commence à être une opposition. On commence à voir le jeu des médias et ça commence à être une opposition réelle. Surtout que maintenant, la peur du COVID est pas mal passée. Les gens commencent à réfléchir plus. Plus on avance dans le temps, plus les gens se posent des questions, plus ça devient difficile pour eux, plus ça joue en notre avantage, plus le narratif a de chances de s'effondrer. Et pas juste le narratif, parce que si le narratif s'effondre, c'est les médias qui s'effondrent, etc. Les médias, la confiance dans les médias, le gouvernement, c'est ce qu'ils vont faire avec le COVID, c'est qu'ils ont tellement étiré la sauce que c'est tout le système qui va s'effondrer d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'on appelle à la rescousse l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Lucien Bouchard intervient là aujourd'hui dans la presse. On est chanceux d'avoir François Legault. Pourquoi on appelle, vous savez, qu'est-ce qu'on fait là? Dans quelle situation on appelle à la rescousse des anciens premiers ministres comme ça? Dans une campagne électorale, on appelle à la rescousse des anciens premiers ministres quand ça va mal. Tu sais, quand la campagne pique du nez, là on ressort un ancien premier ministre du parti, là, qui était plus populaire, là, on le met devant les caméras. Puis là, il dit « J'ai confiance dans ce leader-là ». C'est exactement ce qu'ils viennent de faire avec Lucien Bouchard. « J'ai confiance dans François Legault ». On est chanceux. Ça veut dire qu'ils ont des sondages internes qui montrent que le narratif est en train de... ou la trame narrative est en train de s'effondrer. Ils sont en mode panique. Ils nous attaquent. Ils savent que notre mouvement prend de l'ampleur et ils sont obligés d'aller chercher des fantômes pour appuyer le gouvernement. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. 46 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va remercier les gens qui ont fait des dons à Radio-Québec. Vous êtes plusieurs à nous avoir fait des dons. Je vous en remercie énormément. On reçoit des 5, des 10, des 15, des 20, quelques 50, quelques 100 et un petit peu plus. Donc, on remercie tout le monde qui nous permet de continuer à faire de l'analyse. Vous comprenez que le financement nous permet de parler librement. Donc, il y a deux types de muselières. Il y a la muselière qui est comme le masque, la censure, mais il y a aussi la muselière à travers les ordres professionnels, l'ordre des médecins, l'ordre des policiers, l'ordre des pharmaciens, etc., qui musellent. Et on tient aussi les gens par l'argent. C'est pour ça que Trump qui est libre financièrement, disait ce qu'il pensait tout haut. Parce qu'il était libre financièrement, il n'avait pas peur de perdre sa maison, son hypothèque, son travail, etc. Donc, votre financement nous permet de parler librement. C'est pour ça que c'est important et on vous remercie de ça, individuellement, à tous ceux qui ont fait des dons à Radio-Québec. Merci beaucoup. Ça nous permet de moderniser un petit peu nos affaires. On n'a pas encore fini la modernisation, mais ça s'en vient. Donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui nous appuient. Vous nous permettez de continuer ce combat. OK? Donc, un pour tous, tous pour un, comme on dit. OK? C'est la devise de Radio-Québec. Alors, si vous voulez faire une contribution à Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. On reçoit des cartes postales d'un peu partout dans le monde, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de la France, de la Suisse, de la Belgique. On remercie tout le monde. Vous nous envoyez des livres. J'ai déjà dit que si vous nous envoyez des livres, je n'aurai pas le temps de les lire, en tout cas pas avant l'élection américaine. Après, si on prend une pause, peut-être. On reçoit toutes sortes de petits cadeaux, des tasses Radio-Québec. J'ai reçu de l'eau bénite, des trucs comme ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à tous ceux aussi qui prient pour Radio-Québec. C'est très apprécié. Donc, ça, c'est pour les envois postaux. Sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, sur virement Interac, Alexis Cossette Trudel 1 à gmail.com avec le mot de passe Alexis Cossette. Des fois, il y a encore des gens qui mettent d'autres mots de passe et je perds. Je ne suis pas capable de répondre. Voilà. Merci sincèrement aux contributeurs de Radio-Québec. Vous permettez de diffuser pour tout le monde. Tous ceux qui écoutent gratuitement, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires? Questions, commentaires. C'est un petit peu plus laborieux aujourd'hui, vous l'avez vu. Des fois, je suis fatigué, ça arrive. Aujourd'hui, c'était un cas de ça. J'ai recommencé à boire du café, fait que j'en ai bu pas mal aujourd'hui. Des fois, ça rendu tard le soir, ça me plombe un peu.
La réponse de la SQ au document déposé, on n'a pas encore obtenu de réponse, mais c'est important de le faire en tant que peuple. C'était important de faire cette démarche-là. C'est-à-dire rappeler aux forces de l'ordre qui sont censées nous protéger, qui sont là pour le peuple, qui ont fait un serment, puis que de notre côté, si on trouve qu'il y a des actes criminels qui ont été commis, eh bien, d'en faire part à la police. On peut pas juste chialer à Radio-Québec en ondes en disant que c'est la dictature puis que c'est des mensonges sans avoir un volet juridique. Vous comprenez? Sans déposer une plainte. Alors ça, c'était le pendant de ce qu'on dit. Le pendant, c'était l'action qui correspondait à ce qu'on dit à Radio-Québec. Bravo à Mario Roy d'avoir pris cette initiative. Je pense que c'est lui qui a pris l'initiative. Merci. Oui, c'est ça. Je serai samedi prochain à Chicoutimi, mais je ne prendrai pas la parole. Je vais là pour appuyer les manifestations. Je vais aussi être à la manifestation, à l'événement de José Turmel avec Éric Duhem. Encore une fois, je ne prends pas la parole. Je suis là en tant que parent concerné, que parent préoccupé. Il fait noir chez moi. Il est où mon décor? Je suis supposé avoir un truc le logo de Radio-Québec en laiton. Il n'est pas encore arrivé. Ça fait 3 semaines que je l'ai commandé. Les trucs prennent du temps avec la poste. C'est ça. J'ai commandé aussi un deuxième micro. Il y a un invité qui s'en vient, qui attend juste la réception du deuxième micro pour installer tout ça. Il y a des trucs qui changent à l'intérieur. Vous ne les voyez pas. C'est comme derrière le décor. J'attends tout par la poste. Il y a des affaires qui prennent du temps. C'est ça. C'est juste ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Biélorussie, exactement. Ouais. Donc, c'est de ça dont je voulais parler. La Biélorussie qui a révélé l'existence de cette pression financière par les institutions, le cartel bancaire international. Donc, cette obligation de partout dans le monde, là, même dans les endroits où il n'y a pas de cas de confinement, masque, distanciation sociale, etc., même quand il n'y a pas de danger, ça vient du cartel bancaire international. Donc, on nous traitait de complotisme, mais là, il y a des gens qui l'expliquent. Aussi, cette question de la rentrée, donc de quelle façon ils passent par les enfants pour finalement se retrouver dans la maison, chez les parents. Et vous invitez aussi à participer, aux manifestations de José Turmel. Et est-ce que je vous ai montré, oui, j'ai oublié de vous montrer est-ce que j'ai montré les manifestations partout dans le monde? Il y a des manifestations partout dans le monde contre les mesures de distanciation sociale, les mesures excessives, le masque, etc. Les peuples partout dans le monde sont en train de se lever. J'ai un clip d'une manifestation à Madrid, mais j'en ai vu à Séoul, j'en ai vu un petit peu partout dans le monde, 4 ou 5 gigantesques manifestations où est-ce que les gens prennent la rue pour demander la fin de ces mesures-là. Les peuples sont en train de se réveiller. C'est ça qui est intéressant. Comme j'ai dit, ça se pourrait qu'ils ont tellement étiré la sauce que ce soit tout le système qui s'effondre. Je vous montre quelques images de cette manifestation à Madrid. Estamos en directo en la manifestación concentración en la Plaza de Colón, España, Madrid, 16 de agosto, y hay miles de personas que se han concentrado bajo que está siendo. Donc, partout dans le monde, les peuples se lèvent. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis qu'on a déjà gagné. On a déjà gagné. On ne reculera pas. Et ils se sont tellement compromis avec cette histoire du COVID que c'est l'ensemble de la structure pourrie qui va s'effondrer. Ça va être biblique. André devrait le savoir. Ça va être biblique. C'est pas perdu d'avance, André. Ça va être biblique. Tu es supposé être de ce bord-là. Tu es supposé être du bord de ceux qui disent ça va être biblique. Pas que ceux qui disent c'est perdu d'avance. Si tu es cohérent.
Le 12 septembre en France, c'est ça, hein? En France, c'est le 12 septembre que ça commence, les grosses manifestations? Ben aujourd'hui, on parle pas beaucoup de Trump, là. On prend un petit break de Trump. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va laisser ça là? Un peuple uni toujours sera vainqueur, exactement. Et donc, il faut arrêter de semer la division, s'il vous plaît. Je vois pas de blackout pour l'instant. 12 septembre en France, oui. Si je pouvais y aller, hein, s'il y avait encore des vols, peut-être que j'irais faire un tour. Radio-Québec en France, filmer les manifestations, peut-être, hein, éventuellement, après le confinement, après l'urgence sanitaire, on ira faire un tour en France, filmer ce qui se passe là-bas. Les gens parlent du blackout. Je vois pas de blackout à l'horizon là, pour l'instant. Là. OK? Il y avait d'autres choses, mais je pense qu'on va garder ça pour la prochaine fois. Voilà. Alors, ça sent la panique. Ils sortent les anciens premiers ministres pour essayer de stabiliser la situation, dire que Legault est excellent. Les manifestations, le peuple est mobilisé. Il faut juste arrêter de mettre des bâtons dans les roues. Il faut continuer à sortir au Québec, en France et partout ailleurs, je veux dire, en nombre toujours plus grand. Et comme je dis, on a déjà gagné. Allez, salut la gang. À la prochaine.